La fin de l'année approche et avec elle l'heure des bilans. On va essayer de tirer les grands enseignements de cette année boursière 2010. Franklin, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, il s'est passé des choses, on ne s'est pas ennuyé, même si au final, au vu de la performance globale de l'indice CAC, on est assez flat, comme on dit en bon français. Oui, on est flat. En fait, c'est difficile d'être flat en termes de performance de portefeuille parce que les opportunités étaient nombreuses. Il ne fallait pas rater le train, il ne fallait pas rester sur le quai de la gare. Et si on montait dans le bon train et qu'on savait descendre au bon moment, les choses se passaient plutôt bien cette année. Bon, alors si on revient un peu sur l'analyse de cette année boursière, des problèmes, gros problèmes, la dette souveraine par exemple, qui a animé au printemps et puis en cette fin d'année les marchés, la vie des marchés. Oui, c'est ça. Si on doit séquencer cette année, on a démarré au printemps la fameuse réunion du 5 mai avec les chefs d'État pour faire le fonds de solidarité 750 milliards. Donc ça a été le premier élément. Et puis ensuite, on a eu l'Irlande, on a le Portugal, on parle de l'Espagne, les agences de notation qui ont eu un rôle prépondérant tout au long de l'année et qui ont soufflé sur la braise et mis un peu le feu parfois au marché. Oui, et c'est ça qui finalement a rythmé en tout cas la zone euro avec des derniers développements qui sont arrivés ces derniers jours sur la solidité, le renforcement finalement de la cohésion de la zone. Oui, une bonne réunion entre les chefs d'État et surtout de très belles déclarations en quelque sorte d'Angela Merkel, puisque on a un signal un peu fort, un message relativement fort qui vient renforcer justement l'euro. Je crois que tous ceux qui ont prédit tout au long de l'année 2010 la mort de l'euro en seront pour leurs frais s'ils continuent en 2011. On a eu le sentiment d'avoir un discours partagé entre Sarkozy et Merkel, les déclarations de Merkel. On ne se bagarrera pas contre la zone, on continuera d'accompagner coûte que coûte l'euro et donc on devrait démarrer sous de meilleurs auspices l'année 2011. Alors ça c'est pour la zone euro. Du côté des États-Unis maintenant, quels enseignements on peut tirer? Un chômage très haut, des prix de l'immobilier qui restent bas? Voilà, alors ça ce sont les deux aspects négatifs de ce côté-là de l'Atlantique, mais c'est vrai qu'en revanche on a eu des indicateurs économiques qui tout au long de l'année ont été très majoritairement positif et bon. On l'a encore vu la semaine dernière. À chaque fois, on est surpris par les chiffres qui sont mieux qu'attendus. Donc la reprise est en marche. Il y a même eu une petite révision en hausse de la croissance aux États-Unis pour l'année prochaine. Et puis plus globalement, avant peut-être d'évoquer les émergents, on aura une croissance mondiale de l'ordre de 5% en 2011. Donc rien n'est catastrophique et loin s'en faut. Alors oui, avant d'évoquer en effet les BRICS et au-delà les émergents, on reste sur les États-Unis avec la Fed et son quantitative easing. On a l'impression que vraiment, voilà, c'est la solution de la dernière chance. Oui, c'est la solution de la dernière chance. C'est-à-dire que je ne le dirais pas tout à fait comme ça, parce que finalement, quand on a vu les chiffres, on s'est rendu compte qu'il n'était pas forcément nécessaire même de le mettre en œuvre, et tout du moins pas dans ces proportions-là. Mais en tout cas, on sort du conventionnel. Et on sort du conventionnel, et non seulement Ben Bernanke le fait, mais en plus on en refait une deuxième couche, si je peux me permettre. On a vu le Congrès qui s'est mis d'accord avec Obama, et implicitement avec les crédits d'impôt, les aides de chômage, etc., etc. C'est implicitement encore 600 milliards de plus qu'on a mis sur la table de dollars. Votre sentiment, Franklin, vous étiez plutôt confiant dans la solidité et l'avenir de l'euro, contrairement au Cassandre. Par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, vous êtes plutôt confiant sur cette zone? On entend un peu tout et son contraire. On se dit oui, les États-Unis ils vont rebondir. Bon, ça a été moins rapide que prévu. Ils vont s'enfoncer. On n'en a pas forcément la preuve. Comment est-ce que vous sentez les États-Unis? Moi, je les sens plutôt bien, ne serait-ce que parce que compte tenu de l'engagement des émergents de la Chine en particulier sur la dette américaine, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Donc je pense que de toute façon, on aura également de la crise, on aura peut-être des inquiétudes, mais les Chinois, comme ils ont pu le faire à un moment sur la Grèce, continueront d'être là pour souscrire aux emprunts américains. Je ne suis pas particulièrement inquiet et chez Barclays Bourse, nous ne le sommes pas du tout. Alors la Chine, parlons-en. Des Chinois qui continuent à défier les lois de la gravité économique, avec une croissance qui ne s'arrête pas, qui devient presque le problème d'ailleurs. Oui, alors c'est vrai que quand ça va mal, on est légèrement sous la croissance de 10%, et quand ça va
pas bien non plus, c'est parce qu'elle est supérieure à 10%. Donc c'est vrai, ça défie les lois de la gravité, ça continue de monter, ça continuera d'être très fort, hein. On a vu les interventions du gouvernement sur les banques pour éviter de faciliter trop l'octroi du crédit. Et puis, on avait quelques indicateurs la semaine dernière qui montraient une fois de plus que rien n'y faisait. Cette croissance est là, elle est puissante, elle est réelle et elle est avérée et pérenne. Donc, pas de raison que ça s'arrête, tout du moins dans l'immédiat en tout cas. Et au-delà de la Chine, il y a les BRIC. En effet, ça va nous ramener à la microéconomie parce que les BRIC, ça semble l'Eldorado pour toutes les entreprises de la vieille Europe. Finalement, il faut aller faire ses courses là-bas. Il faut aller faire ses courses au Brésil. Je crois que le premier d'entre eux, c'est le Brésil, talonné par l'Inde derrière. Effectivement, on est dans un environnement. La Russie a été un petit peu épargnée pour le moment. Elle a eu un peu plus de mal à se relever. On commence à en parler. On a vu, c'était la semaine dernière, un fameux jeudi, où on avait Fillon qui était avec chef d'entreprise et signé des contrats américains, des contrats avec les Russes. Donc on va avoir peut-être la Russie qui va se réveiller, mais en tout cas, vous avez tout à fait raison. Brésil et Inde en tête, et puis dans une moindre mesure, Thaïlande et les autres pays de la zone asiatique, nous avons de solides leviers pour assurer cette croissance. Donc ça nous mène au dossier entreprise, avec des résultats qui ont plutôt été bons cette année, si on regarde sur 2010, des stocks de cash, on l'a évoqué à maintes reprises dans cette émission même, et donc justement de la croissance externe à la fois dans ces pays émergents, mais aussi entre eux, finalement, les entreprises se mangent un peu les unes les autres. On a eu quelques fusions-acquisitions, en tout cas des OPA emblématiques. Voilà, ça a été l'année des records. Vous parliez du cash. On se souvient que le cash sur les valeurs du SP500, c'était 1800 milliards. Donc on a un environnement d'entreprise où le T1, T2 et T3 ont été mieux qu'attendus. On assiste au cours du T3 à des résultats mieux qu'attendu, mais des chiffres d'affaires légèrement en baisse. Donc on aura l'occasion de l'analyser pour voir ce qu'il y a à attendre de ces éléments-là pour 2011. Mais en tout état de cause, que ce soit les Petrobras au Brésil ou les méga fusions, on a vu GDF Suez la semaine dernière encore, on assiste à des M&A, des opérations de fusion-acquisition comme jamais on en a eu, avec des montants colossaux, et puis aidés en cela par les taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas. Malgré tout, pas beaucoup d'introductions en bourse. Non, parce que du point de vue des particuliers, on a vu certaines opérations qui étaient annulées au dernier moment et reportées, faute de demande. On était dans un environnement quand même où la défiance a un petit peu dominé, et c'est vrai qu'il était plus difficile d'aller chercher des financements sur le marché, donc peu et moins d'introductions au cours de l'année 2010. Bon, une année 2010 donc riche en yo-yo finalement. Oui. Et on verra ce que nous réserve 2011, mais ça, ce sera l'objet d'une émission au mois de janvier. On se retrouvera au mois de janvier. En attendant, bonne fête, Franklin. Merci, vous aussi, Thomas. Et puis à l'année prochaine. Au revoir. Émission spéciale pour clore cette année boursière 2010 avec non pas un, non pas deux, mais trois invités. Pascal, Philippe, Guillaume, bonjour. Bonjour. Bonjour Thomas. On va revenir avec vous sur ce qu'on a fait tout au long de l'année. Alors c'était en one-to-one, mais là on en profite pour revenir sur les conseils que l'on a donnés et qui se sont égrenés tout au long de cette année boursière. Avant de rentrer dans le détail et dans le résultat, le carnet de notes en quelque sorte, un mot sur votre méthodologie. Comment est-ce que vous faites finalement au fil des semaines pour arriver avec des idées d'investissement? On part d'un scénario macroéconomique avec des projections sur l'activité économique, sur les pays qu'on suit et les sociétés. Donc par exemple, quand la Banque de France révise sa croissance à la baisse ou à la hausse, ça c'est quelque chose que vous prenez en compte, Si c'est une révision forte, ça peut avoir un impact important. Ouais. On décline ensuite sur les secteurs à jouer en fonction. Cette année, on a vu qu'on avait quand même une reprise industrielle forte et beaucoup plus forte que prévu, donc on a décliné des conseils sur des valeurs dans le secteur industriel. D'accord. Il y avait un autre thème, on en a parlé abondamment, c'était l'émergence des émergents. Qui pour certains sont déjà plus qu'émergés. Ça, c'est un thème fort qui a guidé aussi vos choix cette année. Oui, tout à fait, mais il a fallu être quand même sélectif car tous n'avancent pas à la même vitesse. Et puis, il y a des retours de bâton, comme on a pu voir avec la Chine, où il y a eu un emballement. Donc, on reste quand même confiant, mais il faut être prudent dans le sens où la Chine est en train de mener quand même une campagne de régulation et d'encadrement de sa croissance pour ne pas se heurter à d'autres problèmes liés à une inflation importante. D'accord. Et Guillaume, ensuite, comment est-ce que vous faites? Vous rentrez dans le détail des valeurs, donc vous dites, voilà, il y a des thèmes, il y a des secteurs, et puis au niveau de l'unité, on ouvre le capot, on regarde le bilan, on regarde les résultats, on regarde les déclarations des uns et des autres.
Tout à fait, on rentre dans le détail petit à petit à partir d'une analyse macroéconomique, comme on l'a évoqué. L'idée pour nous est de cibler les zones, les secteurs et in fine, effectivement, l'analyse fine pour aller choisir parmi les secteurs quelles valeurs on souhaite mettre en portefeuille et quelles valeurs on souhaite rester à l'écart aujourd'hui. Et vous en discutez entre vous ou alors c'est un choix qui reste individuel et que chacun doit assumer finalement, où il y a un travail collégial? C'est un travail collégial. Nous nous réunissons tous les matins. Il faut défendre finalement, j'arrive avec une idée, il faut défendre son idée et puis les autres peuvent dire non, ça c'est pas une bonne idée pour telle ou telle raison. Et il y a un vote, Exactement, une décision. un travail quotidien, un travail bi-hebdomadaire avec des analystes, mais aussi un travail quotidien d'analyse du marché qu'on fait tous les matins. D'accord. Oui, nous sommes une équipe de 20 gérants, donc les 20 gérants sont force de proposition avec des idées, on va en débattre et en ressortira effectivement des idées fortes et une ligne directrice pour toute l'équipe. Il vous arrive de ne pas avoir d'idée? Non, c'est impossible. Avec tout ce qui se passe, l'actualité économique et financière, parfois même on en a trop et on est obligé de canaliser. D'accord. Bon alors on va revenir sur le bilan, hein. C'était la thématique, là c'était un peu pour voir un peu la recette. Si on commence par les regrets, c'est-à-dire les mauvaises pioches, comment tout au long de l'année on a donné des conseils, qu'est-ce que vous avez comme exemple de regrets, c'est-à-dire de recommandations qui n'ont pas marché? Un exemple, effectivement, qui ne restera pas dans les annales, le conseil d'achat sur Audica. Ouais. Audica, on rappelle les prothèses auditives. Prothèse auditive, le numéro 1 français, mise en portefeuille aux alentours de 24 €. Et malheureusement, le titre a subi un sales warning avec une société qui a annoncé des ventes en baisse de 3%, alors que nous attendions une croissance à 2 chiffres. Sur l'annonce, le titre a perdu 20% dans la journée. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu alors? Comment ça on ne pouvait pas prévoir finalement cette alerte sur chiffre d'affaires? Non, effectivement, très difficile à prévoir. D'ailleurs, le marché lui-même ne l'avait pas prévu, a été très désagréablement surpris, expliquant la forte réaction baissière. C'est une activité très cyclique. On attendra beaucoup des résultats du mois de décembre qui constitue un mois clé. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait donc sur Audica quand on a une paume comme ça subite de 20%, on garde la valeur ou on se coupe le bras comme on a tendance à le dire? On s'est longuement interrogé. Effectivement, il y a 2 options, se couper un bras ou conserver la valeur. On a décidé de conserver dans l'attente du mois de décembre qui représente un tiers des ventes et on statuera une fois ces résultats acquis. Philippe, une mauvaise pioche? Bon duel. Bon duel, mais pareil, c'est-à-dire qu'on va rester quand même sur le dossier, on perd près de 10%, car il y a eu effectivement un profit warning et ils n'ont toujours pas effectué l'achat qu'ils devaient faire en Amérique du Nord pour près de 300 millions d'euros, ce qui leur permettait effectivement de s'ouvrir un peu plus à ce marché-là qui découvre les légumes. Ils en mangent beaucoup, hein, les Américains, c'est une idée reçue. Je me souviens d'une interview de Christophe Bonduel qui me disait ils en mangent plus que les Européens d'ailleurs. Alors pas que des frites chez McDo. Philippe, pardon, pas Philippe, après Philippe, Pascal, un flop Un mini flop, on va dire une petite déception, c'est même pas un flop, on a conseillé à l'achat Michelin, parce que le marché avait été, on va dire, tétanisé par l'augmentation de capital qui n'était pas forcément, sur lequel Michelin n'a pas forcément bien communiqué. Le titre a beaucoup baissé. Oui, Michelin qui a pris le marché à contre-pied, hein, tout le monde se disait qu'ils avaient les moyens de leurs ambitions et ils ont préféré assurer le coup. Le titre a beaucoup baissé, nous on a estimé que c'était une opportunité très forte moyen terme pour les clients. On ne fait pas que du court terme. On a acheté à 55, ça vaut 54. Je pense que les actionnaires de Michelin s'en remettront au moment où Michelin annoncera les mouvements qu'elle fait probablement sur les pays émergents, puisque le management de Michelin a parlé d'acquisition de petite et moyenne taille. Je pense que le marché sera rassuré. Puis il ne faut pas oublier que c'est une société qui a prévu une croissance de 12% de son chiffre d'affaires, qu'il a affirmé récemment. Donc on est très serein là-dessus. Bon, ça prouve qu'en bourse, on ne joue pas impunément ou facilement. Hein, finalement, ce n'est pas à tous les coups l'on gagne. Voilà pour les flops, les mauvaises pioches. Les deals neutres maintenant, parce que ça arrive aussi, hein, ni bon ni mauvais. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en lumière? On a plusieurs deals effectivement qui restent en cours de préconisation, pas forcément ni bon ni mauvais. Qu'on conserve en fait dans le jargon. Oui, parce que ça va délivrer dans les mois à venir. C'est-à-dire que très souvent, lorsqu'on rentre une valeur ou un secteur ou même une zone géographique... ça ne va pas toujours aussi vite qu'on voudrait. Exactement, donc il faut aussi être patient sur les marchés. Laisser du temps au temps. Comme disait un grand président. Alors, le terme industriel n'est pas forcément celui de la bourse. Les exemples... on est notamment en position aujourd'hui sur une société comme Eutelsat, acheté avec un objectif de 32 € qui n'est pas atteint aujourd'hui. En revanche, les drivers à la hausse restent intacts. Explosion de la demande de nouvelles chaînes dans les pays de l'Est de l'Europe, dans les pays émergents. Et puis qui va faire l'actualité sous peu, le lancement du satellite CASAT,
premier satellite mondial D'accord, HD. donc on garde Eutelsat. On garde clairement Eutelsat et on confirme l'objectif de 32 € surtout. D'autres exemples de valeurs qu'on conserve au chaud? Oui, donc le tracker par exemple sur la Chine, où on est rentré à 22, on est à 22,30, donc on est flat pour le moment, mais voilà, on prépare 2011, car une fois les ajustements monétaires effectués en Chine, ça reste quand même un driver très important pour la croissance mondiale. Guillaume? Alors moi c'est Pascal, Pascal, mais je n'ai pardon. pas de... Si vous voir tous les trois ensemble. Je n'ai pas de deal neutre, mais on a un pari à un moment qui a eu un peu le profil d'Audica. On avait conseillé ST Microelectronics, c'était une de nos grosses convictions, réinvestissement des entreprises et notamment tout ce qui est sur le secteur Et automobile. c'est pas parti dans la stratosphère. Alors, on a encore. acheté à 6,80. Avant de connaître la stratosphère, on a connu les abysses, puisqu'on a été à 5,50. On a été en perte à un moment donné de l'attente de 20%. On disait qu'il faut être patient. C'est ce qu'on essaie de faire avec Audica. On a tenu la position. Actuellement, on est à plus 10. Donc, ce qui a plombé à un moment donné ce dossier, c'est qu'il y avait effectivement les possibilités de vente de la participation d'Areva pour son refinancement. Maintenant que c'est chose faite et que le FSI est rentré à 7 €, on reste serein et on maintient l'objectif de cours qu'on avait donné à 8 €. Le titre est à 6,70. D'accord. Voilà, mais on est passé par des extrêmes. La patience, hein, c'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi. Il faut avoir des nerfs, hein, finalement, garder son sang-froid. Alors c'est vrai, parfois, ne pas hésiter à trancher dans le vif, mais aussi parfois se dire, bon, bah voilà, c'est pas toujours, on rentre pas toujours au plus bas et on ne vend pas toujours au plus haut. Hein. Exactement, c'est Tout à difficile. fait. Alors, on passe à la meilleure partie. Les réussites, les succès, hein, les beaux succès, ceux que vous gardez en tête, hein, qui ont fait le plaisir de vos clients. Comment on commence par qui Qu'est-ce qui est le feu d'artifice final, le bouquet final? Le bouquet final, alors on a eu plusieurs succès, il faut quand même le rappeler sur cette année. On l'avait évoqué, des sociétés comme Hermès, mais on a eu aussi un très beau succès sur SEB. Un thème qui nous est cher, les pays émergents, acheté à 50 €, revendu à 65, mais un aller-retour qu'on a fait 2 fois durant l'année. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une société dont les caractéristiques positives ne se demandent pas. 45% du chiffre d'affaires sur les pays émergents. Aujourd'hui, les objectifs de cours peuvent être levés, ceux qui n'auront pas vendu. On a gagné combien donc sur SEB? On a gagné 30%, 2 fois en l'espace de moins d'un mois, donc c'est vraiment un conseil Et sur Hermès, clé pour nous. Sur Hermès, c'était 35%. 2 allers-retours également, dont un en une seule semaine. Et on pense que le dossier recèle encore du potentiel puisque la bataille boursière ne fait que commencer. D'accord. Oui, ça c'est une question qui se pose souvent. Est-ce qu'une valeur qui a bien marché en 2010 peut bien marcher en 2011? Et réciproquement, une valeur qui a mal marché en 2010 peut-elle rebondir? Parce que souvent les gens cherchent les valeurs décotées. Ce n'est pas forcément les meilleures pioches non plus. Aujourd'hui, pas forcément, puisqu'on s'aperçoit que les gagnants, notamment au niveau des marchés émergents ou au niveau de l'exploitation des matières premières, vont continuer à gagner en 2011. Continuent à gagner puisque c'est un cycle qui est de moyen terme. Bon, alors, 2 bonnes pioches, Hermès Seb. Philippe? Technip, tout le secteur parapétrolier, Technip et Entrepose Contracting, qui avait été présenté par Cyril. Effectivement, c'est un secteur extrêmement porteur pour... donc, ce sont des sociétés de parapétrolières. Tout ce qui est équipement, plateforme... On gagne combien sur Technip 40%. Et 25 entrepose, mais l'histoire n'est pas terminée. Donc, pour ceux qui n'ont pas vendu, parce qu'effectivement, on avait atteint nos objectifs, c'est de se laisser porter et de continuer à croire en ces sociétés. Donc, le parapétrolier a bien marché, oui. Et devrait continuer à bien marcher, car des gisements continuent à être découverts. Et en plus, la croissance dans le secteur reste soutenue par rapport aux émergents. Pascal, des bons souvenirs? Alors, je vais commencer par faire un petit coucou à Ilana, qui n'est pas avec nous. Elle avait donné une très très bonne recommandation sur Rexel. On a parlé de recovery sur les industriels. Rexel en fait partie, c'est de l'équipement électrique. On l'avait préconisé à l'achat à 11,50 et on a pris des bénéfices à 14,50. Voilà, bravo Ilana. Merci Ilana. Le titre a un peu continué à progresser, mais on a fait d'autres arbitrages entre-temps. Ça fait donc un gain de 25%. C'est une très bonne idée. D'autres exemples, messieurs, en tête cette année? On parlait, est-ce que les succès de 2010 seront ceux de 2011? Il y a des fois des succès qui continuent d'une année sur l'autre. Les comptes ne s'arrêtent pas au 31 décembre. On a conseillé il y a maintenant 3 semaines, 1 mois, Excel Industries, vers 32 €. On expliquait la thématique. C'est le leader mondial des pulvérisateurs pour l'industrie et aussi pour les agriculteurs, pour les cultures de plaine. Très bonne publication. Le résultat net est de 15 millions d'euros. Il était attendu entre 7 et 9 selon les brokers. Il est quasiment du double. On a déjà gagné 20% et on a encore des upgrades d'analyse puisque maintenant les analyses sont entre 41 et 47 €. Donc cette histoire peut continuer sur 2011.
Pour notre part, on relève l'objectif de cours de 36 € initialement à 42 €. On est à peu près à 38-39. Il y a encore certainement 10 bons % à prendre sur ce dossier. Donc ce dossier va continuer. Bon, eh bien voilà ce qu'on pouvait dire. Encore un Juste mot, Philippe ? rebondir effectivement sur ce que disait Pascal. Il y a encore des aventures qui devraient continuer. Tout le secteur aéronautique, donc Zodiac avait été présenté par Lara. On relève également là aussi nos objectifs à 70 € sur le titre. On est à 58. Surtout, on les garde précieusement, ainsi que l'Easy, qui est également un petit sous-traitant dans l'aéronautique, mais très prometteur. Bon, en tout cas, merci pour vos conseils cette année. Puis on suivra les prochains avec intérêt aussi. En 2011, on sera ensemble pour la prochaine saison et on sera ravis de vous accompagner dans cette vie boursière agitée. Merci, bonne fête à tous. Merci Thomas également, bonne fête. Bonne fête.